L'affaire était encore houleuse ce mercredi à l'Assemblée nationale. L'affaire Cahuzac n'en finit plus. François Hollande a repris la parole aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres. Le président de la République veut une République exemplaire. Le chef de l'État a annoncé toute une série de mesures pour moraliser la vie politique. On l'écoute. La première de ces orientations, c'est d'assurer la transparence de la vie publique. Les déclarations de patrimoine seront rendues publiques pour tous les membres du gouvernement. Elles le seront pour les parlementaires une fois le projet de loi adopté. La seconde orientation, c'est de renforcer la lutte contre la grande délinquance économique et financière. J'ai donc décidé, et le Premier ministre l'a présenté ce matin, la création d'un parquet financier. Nous allons nous mobiliser contre les paradis fiscaux. Alors, ces mesures sont-elles efficaces? On en parle avec nos invités, avec Vibeke Knopp-Racheline. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante pour Aftenposten à Paris, qui est le premier quotidien norvégien, plutôt de tendance centriste. La Norvège qui serait d'ailleurs peut-être un exemple à suivre pour nous, Français, concernant la moralisation de la vie politique. Et vous nous expliquerez pourquoi. Daniel Fasquelle, bonsoir. Vous êtes député UMP du Pas-de-Calais et vice-président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Et c'est vous, notamment, qui aviez interpellé Jérôme Cahuzac à l'Assemblée, c'était le 5 mars dernier, lui demandant s'il disposait donc d'un compte bancaire à l'étranger. Jérôme Cahuzac qui avait répondu alors non. Olivier Faure, vous êtes député PS de la Seine-et-Marne, membre de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Et puis avec nous, Patrick Michaud, bonsoir. Vous êtes avocat fiscaliste au barreau de Paris, membre du Conseil de l'Ordre, ancien inspecteur des impôts, spécialiste en droit fiscal et en droit douanier. Olivier Faure, alors c'est à la mode en ce moment, est-ce que vous avez publié votre déclaration de patrimoine? Pas encore, mais vous allez le faire je le ferai parce qu'effectivement, je crois que nous sommes une dernière démocratie qui ne le pratique pas. Il y a 25 pays sur 27 en Europe qui ont déjà adopté cette mesure. Et dans le climat de défiance dans lequel nous vivons, le plus simple est encore de dire ce que l'on a comme patrimoine et de montrer que nous sommes en réalité très proches des gens que nous représentons. En tout cas, c'est mon cas. Et donc, je n'ai aucun problème pour afficher à la fois ce que je gagne et en même temps ce que je possède. Daniel Fasquelle, vous avez publié, vous, votre déclaration de patrimoine ou est-ce que vous allez le faire? Non, je ne le ferai pas, sauf si la loi m'y oblige. Je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Aujourd'hui, la question est de savoir si un élu, pendant le temps de son mandat, s'est enrichi illégalement ou non. Alors qu'on renforce l'obligation de déclaration, qu'on renforce les pouvoirs de l'autorité de contrôle qui doit vérifier si effectivement l'élu s'est enrichi ou non illégalement, bien évidemment pendant le temps de son mandat, c'est tout à fait normal. Mais déclarer le patrimoine pour déclarer son patrimoine, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Je trouve que c'est même d'ailleurs une certaine forme d'atteinte à la vie privée de l'élu, mais également de son conjoint, de sa conjointe, de ses parents, de ses enfants, parce que déclarer son patrimoine, c'est quelque part avoir à révéler ce qui relève pour moi de la vie privée. Surtout, je n'en vois absolument pas l'intérêt, parce que ce qui compte aujourd'hui, et le cœur du débat, c'est de savoir si les élus sont honnêtes ou non. Ce qui compte, c'est de savoir s'ils se sont enrichis illégalement ou non pendant le temps de leur mandat. Dès lors qu'on a la réponse à cette question, pour moi, ça suffit. Vibeke, vous venez d'entendre Daniel Fasquelle. Pour lui, c'est du voyeurisme. Donc, il n'est pas question d'afficher sa vie, considérant que c'est de l'ordre de la vie privée. Vous, ça doit quand même vous faire bondir sur votre chaise, parce qu'en Norvège, les élus publient leur déclaration de patrimoine. Ça ne me fait pas vraiment bondir, ça me fait plutôt sourire, parce que chez nous, c'est un problème qui n'existe pas. Étant donné que la transparence chez nous, c'est pour tout le monde. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tous les autres. Sauf pour la famille royale, non? Sauf pour la famille royale, effectivement. Mais je veux dire, bon, leur budget, c'est l'État qui leur donne et on les surveille quand même. Ça veut dire que n'importe qui peut aller sur le site des impôts en Norvège et regarder ce que gagne le voisin, ce que gagne son patron. Enfin, c'est complètement transparent. Mais qu'est-ce que vous répondez alors à Daniel Fasquelle quand il dit mais c'est du voyeurisme, c'est une forme de voyeurisme? Non, moi je ne crois pas. Je crois que ça part d'un principe démocratique qui est justement de savoir, parce que
admettons que je regarde votre déclaration et que vous avez certainement un salaire pas gigantesque, mais que dans votre garage, vous avez 3 Ferrari. Je vais être un petit peu soupçonneuse du coup et me dire, mais elle doit dans ce cas-là gagner de l'argent d'un autre côté. Bon, pour vous, c'est pas très grave, mais quand c'est un élu, c'est un peu plus embêtant. C'est invraisemblable parce que ça veut dire qu'on va transformer l'ensemble des Français en inspecteurs des impôts, en procureurs, on va apporter des jugements. Alors ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, on va se dire que finalement ils l'ont dépensé n'importe comment. Ceux qui en ont beaucoup, on va se dire qu'ils ont forcément triché parce qu'ils en ont beaucoup. Enfin, je veux dire, on met le petit doigt dans un engrenage invraisemblable et surtout je ne vois pas ce que ça apporte. Il faut toujours se rappeler l'objectif. L'objectif, c'est éviter qu'il y ait une affaire à l'affaire Cahuzac, éviter que les élus cachent une partie de leur patrimoine, éviter que les élus ne détournent de l'argent public illégalement. Donnons-nous les moyens d'obtenir ces objectifs et ça suffira. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a en soi à ouvrir et à déballer sa vie privée devant les Français. À quoi ça va servir? Olivier Faure, et ensuite on donne la parole à Patrick Michaud qui n'a pas parlé encore. Que craignez-vous? Vous allez parler. Parce que finalement, si l'argent que vous avez gagné honnêtement est publié et qu'on aperçoit que vous avez une maison, 2 maisons, 3 maisons, personne ne vous le reprochera. En revanche, si vous avez des revenus qui sont ceux d'un député et que vous n'avez pas eu dans votre vie précédente des rémunérations qui justifient d'un train de vie que tout le monde vous connaît, à ce moment-là, effectivement, il y aura un problème. Et si on veut donc faire en sorte que la vie publique retrouve un peu de lustre et qu'elle retrouve un peu de crédibilité, moi je trouve ça tout à fait logique, normal. On n'a pas, c'est pas un métier, la fonction d'élu, c'est une fonction très particulière et qui suppose la confiance. Et donc dans ces cas-là, si ça peut permettre à nos concitoyens de se rassurer sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, sur la nature de notre patrimoine et sur la nature de la vie que nous menons, c'est pas complètement imbécile. Et par ailleurs, c'est aussi une façon de comprendre aussi ce que sont les réalités auxquelles nous sommes confrontés, parce que effectivement, ça dit quelque chose aussi des gens, leur patrimoine. Alors Patrick Michaud, justement, déclarer son patrimoine, est-ce que ça peut empêcher la fraude? Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que Jérôme Cahuzac, il y a quand même une déclaration d'intérêt qu'il a quand même faite et ça n'a pas empêché la fraude. Je ne pense pas qu'une déclaration puisse empêcher la fraude. Mais ce qu'a dit le président de la République est important, c'est la création d'une haute autorité indépendante, en dehors des partis politiques, qui va recevoir et contrôler les déclarations. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, en dehors de la déclaration de patrimoine, le président de la République a annoncé une déclaration d'intérêt pour éviter les conflits d'intérêts que peuvent avoir les représentants de la nation avec des groupes privés ou avec d'autres groupes publics, et ce à tous les niveaux, y compris au niveau des collaborateurs des ministres et des collaborateurs des députés. Donc moi, l'ensemble de la réforme me paraît une bonne chose pour la démocratie. Au niveau des détails, savoir si les déclarations de patrimoine doivent être publiées au journal officiel, c'est à vous les députés de décider. Il y a du bon, il y a du pas bon. Il faut éviter le voyeurisme et en même temps, il faut respecter la démocratie. Voilà ce que je voulais dire. Le principal, haute autorité, déclaration d'intérêt. Mais il existe déjà une commission pour la transparence. Alors, quelle sera, c'est ce qu'a dit Christian Jacob, quelle sera la différence entre la commission pour la transparence et cette haute autorité? Cette haute autorité est composée de 6 magistrats, indépendants du pouvoir politique. Voilà ce que je voulais dire. Et le parquet financier, c'est la mise en place d'un parquet financier alors qu'il y a déjà un pôle financier. Oui, alors quel est le distinguo là aussi? Le parquet financier, d'abord c'est un parquet financier national. Qui regroupe l'ensemble des procédures, qui va regrouper l'ensemble des procédures financières et fiscales de la France. C'est le premier point. Deuxièmement, il y aura une centralisation de l'ensemble des directions de la police judiciaire et des douanes et de la direction des impôts compétentes en matière de recherche, d'enquête en matière de fraude fiscale et financière et de corruption. Pour moi, c'est un effet. Ça, c'est le premier point. Et recherche de l'efficacité. Deuxième point, on oublie, c'est que ces mesures qui font l'objet d'une annonce aujourd'hui sont des mesures qui ont déjà été depuis très longtemps, je vais vous dire, décidées au niveau de l'Europe. Vous avez des rapports sur la fraude fiscale de la Commission européenne de début mars. On parlait tout à l'heure de la fraude fiscale, au niveau de l'Europe, au niveau de G20, au niveau de la CEDE. C'est la mise en application de normes internationales. Ouais, il n'y a rien de nouveau, mais au moins, il y a une effet d'annonce républicaine. On va en parler de la fraude fiscale. Olivier Faure, sur les indemnités, par exemple, de représentation aussi, parce que ça compte aussi. Est-ce qu'il ne faut pas là aussi plus de transparence ?
c'est-à-dire des justificatifs de notes de frais. Parce que ça, la question, elle a été souvent amenée sur la table à l'Assemblée nationale, et à chaque fois, ça a été repoussé, les députés n'en ont pas voulu. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un devoir de transparence? Parce qu'il y a des élus, si je crois bien, c'est 5 800 €, je crois, par député, 6 200 pour un sénateur, c'est-à-dire donner des justificatifs, des notes de frais pour ces frais de représentation. Est-ce que ça ne participe pas aussi de la transparence de la vie politique? On n'a pas du tout parlé finalement, mais c'est aussi un point important. Et les députés ont toujours repoussé ça, que ce soit de gauche ou de droite. Pourquoi pas? Moi, ça me gêne pas. Mais vous êtes pour, hein. Vous dites ça ne me gêne pas, mais est-ce que vous êtes pour ça? Oui, c'est une décision prise collectivement. Donc vous êtes pour cette transparence aussi, oui. Je suis favorable à tout ce qui peut aider à permettre donc de faire, de renouer avec la confiance des Français. Et donc, ça me va tout à fait. Simplement, c'est vrai que cette IRFM dont on parle a été souvent utilisée différemment parce que l'enveloppe... c'est les frais de représentation. L'enveloppe salaire, elle n'a pas progressé pendant des années. Et donc, il faut simplement faire en sorte que les élus puissent être rémunérés correctement pour les prémunir de toute tentation de corruption, et en même temps, effectivement, sur une transparence totale, ce qui doit être la contrepartie de cette rémunération. Voilà, c'est à pas utiliser ces frais d'indemnité pour des voyages ou autre chose. Daniel Fasquelle, vous êtes d'accord aussi? Il faudrait là aussi plus de transparence sur les frais de représentation. Vous êtes pour aller jusqu'au bout de la transparence? Parce que ça fait partie de la transparence de la vie politique. Tout à fait. Enfin, on pourra y revenir d'ailleurs, parce que j'aimerais bien que, vous êtes pour ou contre que François Hollande, Jean-Marc Ayrault fassent aussi toute la transparence sur l'affaire Cahuzac et qu'ils répondent aux questions qu'on leur pose sans cesse. Non, mais ça, c'est sûr. On va pas refaire sur l'affaire Cahuzac. Je voudrais vous répondre sur la question sur les frais de représentation. Un certain nombre de questions auxquelles on ne veut pas répondre aujourd'hui, mais nous les poserons tant que nous n'aurons pas de réponse. En ce qui concerne les frais de représentation, oui, pourquoi pas. Moi, je n'ai aucun problème à cet égard. Autant en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, je vous l'ai dit, je suis plutôt réservé parce que pour moi, c'est une intrusion dans la vie privée. On l'a bien compris. Par contre, en ce qui concerne l'IRFM, ça ne me pose aucun problème. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cela. Mais vous savez, si vous êtes un député qui fait son travail, vous dépensez toute votre enveloppe et parfois même elle ne suffit pas. Moi, je sais que je suis obligé parfois de taper dans mon indemnité certains mois. Et en ce qui concerne l'enveloppe collaborateur, parfois non plus, elle ne suffit pas. Si on veut vraiment être présent sur le terrain et actif à Paris, cette enveloppe suffit à peine. Donc je ne crois pas que les députés ont aujourd'hui des moyens hors de proportion par rapport aux missions qui sont les leurs. Quand vous avez une permanence à payer, vous avez votre voiture, enfin il y a un certain nombre de frais de façon qui reviennent chaque mois, et ce serait très facile pour les députés que d'avoir à justifier la façon dont ils dépensent cette enveloppe. Moi, ça ne me dérange absolument pas, et je crois que ça permettrait d'éviter un certain nombre de fantasmes, des mails qui circulent sur Internet complètement fantaisistes. C'est vrai que là, pour le coup, le manque de transparence suscite la suspicion. Mettons les choses sur la table, moi ça ne me dérange absolument pas. Vibeke Knop-Racheline, on se rappelle quand même qu'il y a eu une affaire en Suède d'une ministre justement qui avait utilisé, mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'elle avait utilisé sa carte bancaire pour au supermarché, enfin sa carte professionnelle bancaire au supermarché pour acheter entre autres du Toblerone et des couches et du chocolat. Ouais, voilà, et elle a été virée du gouvernement immédiatement. Absolument. Mais non, mais bien sûr, on peut parfois peut-être aller trop loin dans l'autre sens. Mais moi, j'ai juste une question. À l'instant, vous parlez sans arrêt d'enveloppe. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'argent liquide? Non. Ah bon? Mais ça existait en France avant. Et on n'avait pas l'air de trouver ça scandaleux. C'était des fonds secrets qui étaient utilisés dans les ministères pour rémunérer une partie des collaborateurs. Et effectivement, c'était de l'argent qui n'était pas déclaré. Mais ça a pris fin avec Lionel Jospin il y a déjà plus de 10 ans. En fait, les députés perçoivent une indemnité, mais là, on confond souvent l'indemnité brute et nette. On oublie aussi qu'une partie de ces indemnités est souvent retirée pour permettre le fonctionnement du groupe politique auquel on appartient. Donc, on voit souvent circuler des sommes de 7 000 €, c'est plutôt de l'ordre de 5 000 €. Et ensuite, pour les socialistes, c'est même pire que ça, puisqu'on a 1/5 de notre rémunération qui est en fait reversée au groupe et au parti. Donc, Patrick Michaud, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les mesures de François Hollande sont suffisantes pour éviter une autre affaire Cahuzac? Madame, le général de Gaulle parlait latin. Il lisait Cicéron. Et Cicéron avait écrit « La femme de César doit être insoupçonnable ». C'est-à-dire qu'on doit faire la différence entre la rumeur qu'on doit rejeter et la présomption d'innocence, qui est un mot d'avocat. Nous, les avocats, on s'attache à la présomption d'innocence. À ce niveau de responsabilité,
la femme de César doit être insoupçonnable. C'est tout ce que j'ai à dire en rappelant ce que le général de Gaulle a fait au début de la Ve République. Et bien entendu, j'invite vos lecteurs à lire Cicéron. Est-ce qu'on ne met pas aussi en doute, est-ce qu'il n'y a pas un soupçon qui pèse aussi pour le politique? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont, chez les politiques et au Parti Socialiste, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des fortunes même. Est-ce que ça ne suscite pas le soupçon aussi au sein de l'électorat? Est-ce qu'on peut être socialiste et avoir beaucoup d'argent, Olivier Faure? Mais bien sûr, Léon Blum n'était pas pauvre et ça n'a pas empêché d'être l'un des pères fondateurs du socialisme français. François Mitterrand n'était pas non plus issu du prolétariat et ça n'a pas empêché d'être le président des socialistes. Moi, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, si, à l'occasion de cette transparence voulue pour les parlementaires, on pouvait en finir avec une forme de rapport culpabilisé à l'argent, ce serait parfait. Moi, ça ne me gêne pas que quelqu'un ait beaucoup d'argent. S'il a gagné honnêtement, si l'argent qui lui a permis de constituer son patrimoine n'est pas de l'argent volé. Si c'est, Jérôme Cahuzac, c'était pas de l'argent volé. C'était une évasion fiscale. C'est parce qu'il trouvait que l'impôt était sans doute, ça peut paraître aberrant aujourd'hui de dire ça, que le ministre du Budget trouvait que sans doute l'impôt était trop élevé en France, mais enfin c'est quand même ça. Et il a décidé d'aller mettre son argent ailleurs. Ce n'est pas de l'argent qu'il a volé. Il est parti de France parce qu'il estimait que l'impôt était trop élevé. C'est un vol. Quand on a de l'argent qu'on soustrait au regard de l'État et qu'on refuse de payer ses impôts à proportion de ce que l'on doit, c'est un vol. Et en l'occurrence, l'évasion fiscale, c'est un vol. C'est le vol des autres Français. À chaque fois que vous partez et que vous vous évadez pour pouvoir protéger votre propre rémunération, vos revenus, etc., c'est les autres qui payent. Parce que quand la dette, elle est là, par exemple, et qu'aujourd'hui, on demande un effort aux Français, et un effort qui est souvent difficile, notamment pour les classes populaires, eh bien cet argent-là, qui est parti ailleurs, 80 milliards par an de fraude ou d'évasion, cet argent, un tiers du budget de l'État, enfin, ça représente un tiers. Vous savez que l'impôt sur le revenu en France, c'est 50 milliards qui sont prélevés sur les ménages chaque année. Vous mettez en regard les 50 milliards d'impôts sur le revenu et les 80 milliards qui partent ailleurs. Et là, vous vous dites, mais qu'il y a juste un problème. C'est quand même, ça veut dire que ce sont ceux qui payent les 50 milliards qui payent pour ceux qui sont partis cacher les 80 milliards. Et donc, c'est insupportable. Et c'est effectivement, ça va être durement réprimé. Alors on va faire une petite pause, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de notre débat. Comment lutter contre les paradis fiscaux? On en parlera également avec vous, Patrick Michaud. Comment lutter contre les paradis fiscaux? Eh bien, nous analyserons les pistes proposées par François Hollande, mais il faut bien le dire, ça ne date pas de François Hollande, la lutte contre les paradis fiscaux. Nicolas Sarkozy en avait déjà parlé. Est-ce qu'on a avancé depuis? Eh bien, nous poserons la question à nos invités. À tout de suite. 5 mars 2013, Hugo Chavez décède après 14 ans au pouvoir. Pour nous, il n'est pas mort. Il est vivant. Son esprit est avec nous. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On n'est pas tous avec Chavez. Malgré l'espoir qu'il incarnait, Chavez laisse un pays divisé, en proie aux difficultés économiques, sociales et sécuritaires. L'héritage du Comandante sera-t-il perpétué ou le Venezuela s'engagera-t-il dans une nouvelle voie? Reporter, jeudi à 21h45, heure de Paris, sur France 24.